Bonjour, mon invité aujourd'hui est Andreï Gratchev qui vient de publier Le jour où l'URSS a disparu aux éditions de l'Observateur. Je recommande très vivement la lecture de ce livre qui raconte comment l'Union soviétique effectivement a pris fin le 25 décembre. Andrei, tu étais à l'époque le porte-parole de Gorbatchev, son plus proche collaborateur, et quelque part on te doit la prolongation de la vie de l'Union soviétique dont tu as prolongé l'existence finalement. Oui, c'est vrai. J'ai eu une idée, enfin une chance de prolonger d'un jour l'histoire soviétique, en quelque sorte. Parce que, c'est vrai, Gorbatchev avait l'intention d'annoncer sa démission le 24. Bien sûr, en tant que secrétaire général du Parti communiste, l'ancien déjà à l'époque, est orthodoxe dans sa famille. Il n'était pas obligé de connaître par cœur les dates du calendrier catholique. Je lui les ai rappelées et je lui ai dit, écoutez, Mikhail Sergueïevitch, surtout pas le soir du 24 parce que c'est le soir du réveillon pour des millions de catholiques à travers le monde. Pour beaucoup, c'est la plus grande fête familiale avec les rencontres des familles, avec les cadeaux pour les enfants, le Père Noël qui arrive, et voilà. En ce moment, c'est vous, à la place de Père Noël, qui vous présentez à la télévision pour annoncer une nouvelle assez dramatique. La disparition d'un État qui avait dominé pendant presque un siècle la scène mondiale. Alors, dans son dernier discours, Gorbatchev met l'accent sur la préservation des conquêtes démocratiques. En réalité, jamais les habitants de l'entité politique autour de Moscou n'ont été aussi libres que pendant la période où il a été au pouvoir. C'est vrai, c'est pour cela, à mon avis, même en étant, bon, naturellement triste en ce jour, parce que sa démission signait en quelque sorte son échec politique, ou de toute façon l'interruption de son grand projet de la démocratisation du système et de l'État soviétique. Mais en même temps, il avait des raisons d'être fier, parce que dans la période de seulement 6 ans, il a réussi de pousser l'évolution, la transformation de la Russie et du monde, en plus, au-delà de points de non-retour dans pas mal des aspects. Pour ce qui concerne la Russie, il s'agissait quand même d'un pays à une lourde tradition tsariste, antidémocratique, autocratique. Et donc, voilà, les nouvelles connaissances politiques, les ouvertures, les offres que Gorbatchev lui a proposées, qui concernaient le pluralisme politique, l'alternance du pouvoir, les élections libres, la liberté de la parole, la sortie de frontières, tout cela, voilà, s'était concentré sur les seulement 6 ans de la perestroïka. Alors, vous expliquez très bien dans votre livre en réalité, l'échec de Gorbatchev, c'est qu'il n'était pas un tueur, qu'il était finalement trop démocrate, et que c'est en partie parce qu'il respectait trop ses adversaires et qu'il n'a pas voulu les éliminer comme d'autres le font et comme ses successeurs ont fait, qu'il a lui-même perdu le pouvoir. C'est vrai, j'ai l'impression que lui-même, il se connaissait, je ne sais pas si on peut le qualifier de défaut, parce que s'il n'était celui, comme réformateur, comme quelqu'un qui était prêt à renoncer, après tout, aux moyens habituels de la gestion des affaires en Russie, et même du maintien de cet énorme espace en forme d'un État. C'était traditionnel, même, je dirais, des dirigeants aussi européennes, entre guillemets, comme Catherine Lagrande, dans sa correspondance avec Diderot, elle lui écrivait que si je devais suivre tous vos conseils pour la refonte du système politique en Russie, cet État se disloquerait. Cet espace ne peut être tenu en main ou en forme d'un État que par un régime autocratique. Gorbatchev a osé de proposer à ce pays, croyant qu'il s'agissait quand même déjà d'une société différente, d'une société moderne, évidemment dans le contexte tout à fait différent, ce que j'appelle
sorte de révolution préventive qui ferait l'économie d'une révolution violente, de transformation avec la confrontation des extrêmes, de la guerre civile, et de ce point de vue, il a réussi. Mais par la suite, eh bien, le retour du balançoire, peut-être logiquement, a fait durcir le régime après son départ. Parce qu'en fait, il a épargné, vous dites, qu'il a été victime de 2 coups d'État, le coup d'État de Boris Yeltsin et le coup d'État des appareils de sécurité, KGB, etc., au mois d'août. Et ce sont des adversaires qu'il avait finalement épargnés parce qu'il avait été averti des risques qu'il courait et qu'il n'a pas voulu mettre fin à leur pouvoir. C'est vrai. Pour rappeler la succession des événements, c'était le coup d'État des apparatchiks, des conservateurs, qui, au mois d'août 91, au moment où, en effet, Gorbatchev était engagé avec Yeltsin dans une confrontation purement politique, c'était un litige, une polémique, mais aussi un conflit politique entre les réformateurs comme Gorbatchev, qui cherchait toujours à éviter le clash, la violence de confrontation politique entre les différents camps, et Yeltsin, représentant les camps des radicaux, qui poussait Gorbatchev vers la rupture plus radicale avec le passé soviétique. Mais en ce moment, c'était la troisième force qui s'est introduite, celle qui s'inspirait, à mon avis, de l'expérience de la Chine 89, de l'expérience de Deng et de la place Tiananmen, qui n'a pas hésité d'utiliser la force pour arrêter, pour écraser la manifestation des étudiants pro-démocratique, qui s'était inspiré d'ailleurs de l'exemple de Gorbatchev la a été reçu perestroïka. triomphalement quelques jours avant la répression de la place Tiananmen, parce que les Chinois voyaient en lui l'espoir d'une liberté de leur propre régime. Tout à fait. La direction chinoise a attendu le départ de Gorbatchev pour procéder avec la main dure à la suppression de cette manifestation, de cette aspiration, ce qui est caractéristique pour l'année 89 d'ailleurs, c'est qu'il a montré toute la complexité de l'évolution des anciens régimes qui suivaient le modèle soviétique. Parce que les Allemands de l'Est lui demandent, voilà, le 7 octobre 89, de faire la même chose de ce qui s'est passé à Pékin. Encore une fois, suite au déplacement de Gorbatchev, donc c'est lui qui se promenait en cette période, pas seulement dans son propre pays, mais à travers le monde, comme porteur du renouveau, de la nouvelle espoir. À sa manière, il a repris dans son langage le message de Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». Et puis aussi, et tu l'expliques très bien, en fait, toute la garde qui est autour de lui, lorsqu'il prend le pouvoir, lorsque les réformateurs en mars 85 gagnent le pouvoir contre le clan, la vieille garde des Brejneviens, Tchernenko, etc., ce sont des gens qui s'étaient inspirés du Parti communiste tchécoslovaque et du socialisme à visage humain, réprimé par Brejnev en 68, mais c'est des gens qui, d'une façon ou d'une autre, avaient été à Prague et étaient inspirés par cette théorie du socialisme à visage humain. C'est vrai, c'était aussi le projet et l'espoir initial de Gorbatchev et son entourage. Parce que, pour mieux comprendre le trajectoire de la perestroïka, il faut bien comprendre que même son initiateur, Gorbatchev, il représentait le produit du système. Et donc, sa réforme devait commencer par sa propre libération intérieure. Voilà pourquoi la première étape de son projet de la réforme s'inspirait de l'exemple échoué, ou plutôt écrasé d'ailleurs par les chars soviétiques en 68, d'un modèle tchécoslovaque de socialisme à visage humain du printemps de Prague. Bon, après tout, de la version est-européenne de l'eurocommunisme. Une sorte de communisme, comme je l'appelle, light, un peu à la façon de Marlboro Light, qui ne dépendrait pas de son maintien
enfin, de la coercition, de la contrainte, de goulag, mais aussi, ou non plus, si vous voulez, de la confrontation avec le monde extérieur. Et ce n'était que après avoir, je dirais, épuisé toutes les ressources de ces tentatives de réformer le système, qu'il a rencontré la résistance féroce de tout le clan, de la bureaucratie, de la nomenclatura, qui évidemment n'était pas prête à le suivre pour, dans le système pluraliste, vers la perspective de l'alternance du pouvoir, dans la perspective dans laquelle Gorbatchev n'a pas hésité à annoncer au comité central du Parti communiste de ce qu'il envisageait l'éventualité de ce que le Parti communiste puisse passer dans l'opposition. Si Lénine était là pour l'entendre, voilà, ça lui ferait tourner dans sa tombe. Plus encore Staline, j'imagine, effectivement. Et en même temps, la libéralisation que Gorbatchev a mis en œuvre s'est retournée contre lui, puisque ça a aussi libéré les revendications nationales qui étaient éteintes, et ces revendications nationales mal maîtrisées ont été une part importante dans la chute de l'Union soviétique. Oui, parce qu'on ne peut pas oublier que, après tout, l'Union soviétique représentait la somme, en résumant, je dirais, des trois composantes. Bon, d'abord le projet. Le projet idéologique, c'était un État idéologique. D'ailleurs, il n'y avait même pas de notion géographique dans le nom. Dans le nom de ce pays. Deuxièmement, c'était une superpuissance. Une superpuissance aux ambitions globales, on peut dire planétaires, qui était prête à partager le monde avec... pendant un certain temps, en attendant que l'histoire porte son jugement, avec le monde occidental, mais la troisième composante, c'était l'Empire. L'Union soviétique, même avec tout le langage des bolcheviks de 1917, représentait la succession, l'héritage de l'Empire russe. Et le moyen naturel de tenir cet empire en forme d'un État, était bien sûr la suppression de toutes les expressions du nationalisme républicain. C'était l'homo soviéticus. Voilà, d'autant plus facilité par le fait que l'idéologie communiste, avec l'internationalisme bien présente, signifiait et symbolisait la promesse dont s'était inspirée d'ailleurs la multitude des peuples qui composaient cet empire, ce qui a permis aux bolcheviks de prolonger la vie de l'Empire russe, au-delà de l'âge naturel de l'existence des autres empires à travers le monde. Mais pour Gorbatchev, le fait qu'il a renoncé à l'usage de la force pour le maintien de cet État signifiait que, tous les courants de cette Russie périphérique, tous les courants séparatistes, nationalistes, ils sauteront sur l'occasion pour profiter de cette fenêtre de possibilités que représentait la perestroïka. Mais c'était encore gérable jusqu'au moment où ce serait la Russie dirigée par Yeltsin, qui se déclarerait opposée au maintien de l'État centralisé. Après cela, la messe était dite. Tu cites aussi, une des réformes qu'il a mises en œuvre, Perestroïka, Glasnost. Pour certains, Glasnost était l'interdiction, la lutte contre l'alcoolisme qu'il avait entrepris avait suscité une impopularité dans la population. Donc là encore, quelque chose qui est quand même nécessaire, qui était judicieux par rapport à une dégradation de la santé publique en Russie, en Union soviétique, et qui avait contribué un peu à son impopularité. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier, la Russie est un pays nordique, connaît bien ce fléau de l'alcoolisme qui a commencé à décimer des parties importantes de la population masculine et qui, d'ailleurs, était responsable pour la diminution de l'espérance de vie en Union soviétique. Mais il ne faut pas oublier autre aspect de cela. La vente de l'alcool, de la vodka, représentait une grande source du budget national. Parfois, lorsque dans les différentes régions du pays, les gouverneurs, les dirigeants régionaux étaient en manque de l'argent pour payer le salaire,
il demandait au centre de leur expédier quelques échelons avec les caisses de la vodka. Et cette campagne politique justifiée de point de vue politique, santé et autres, a apporté un coup dur au budget soviétique, surtout au moment où le prix du pétrole a chuté dramatiquement. Le prix du baril du temps de Gorbatchev ne remontait au-delà de 10-12 dollars par baril. Du fait d'une politique américaine demandant à l'Arabie saoudite d'augmenter sa production pour faire chuter les cours. Si le cours du baril avait été plus élevé, était un tarif normal, est-ce que tu crois que du coup Gorbatchev aurait pu réussir la perestroïka? On aura besoin de trop d'autres facteurs aussi pour garantir la réussite, mais je l'ai entendu de la bouche de Gorbatchev lui-même, il disait que si je pouvais profiter, comme Poutine actuellement, du cours de baril qui voisine ou qui voisinait de toute façon encore récemment les 100 dollars pour baril, pas mal des problèmes politiques de la perestroïka auraient pu être résolus. De toute façon, lui-même, Gorbatchev, ne dépendrait autant de l'aide occidentale qu'il avait sollicitée en se rendant à la réunion de G7 à Londres. Mais en même temps, il a toujours été empêché d'entreprendre la grande réforme économique parce qu'il ne voulait pas d'une thérapie de choc pour la population de l'Union soviétique. Oui, il redoutait aussi les conséquences sociales qui pouvaient, et ce qui s'est produit d'ailleurs par la suite, qui pouvaient priver le projet politique, la promesse politique que cela symbolisait, du soutien populaire. Et c'était la raison pour laquelle il espérait toujours que, après avoir solidifié la transformation, la réforme politique du système, il pourra procéder, là aussi, dans ce domaine économique, s'engageant dans une réforme plus douce, moins radicale, de toute façon, évitant, après tout, la grande chute dans la misère. Qui s'est produit dans les années 90. Qui s'était produite, voilà, avec Yeltsin au pouvoir, dont l'équipe s'était inspirée de l'école de Chicago, enfin, qui a été essayée par Pinochet au Chili. La différence, c'est qu'il y avait je me rappelle à l'époque, à Moscou, des mendiants partout dans les rues, la misère, un PIB qui chute de moitié et des oligarques qui en profitent beaucoup. Tu faisais allusion à cette réunion du G7 où, en juillet 91, donc un mois avant le coup d'État, Gorbatchev vient demander l'aide des dirigeants occidentaux, Bush refuse, et tu cites une phrase de Bush disant « mais ce gars-là croit qu'on lui doit quelque chose et on lui doit rien », alors que les États-Unis avaient empoché tous les bénéfices de la politique de Gorbatchev. Bien sûr. Bénéfices politiques, naturellement, mais bénéfices économiques. Bush lui-même les qualifiait en bénéfice de la paix. Parce que la disparition de l'Union soviétique comme menace qui était considérée comme existentielle par le monde occidental, bon, souvent exagérée, mais peu importe, de toute façon, c'est ça qui conduisait leur politique. Exploité à fond par les dirigeants américains, eh bien, les accorder la possibilité, et ce que avait même formulé Bush, ouvrait la perspective du transfert de ces énormes ressources qui se libéraient de cette course aux armements dans laquelle étaient engagés à la fois l'Union soviétique et les Américains, pour les transférer pour des besoins nouveaux, du monde nouveau, et aussi pour donner la réponse à des problèmes du monde global, de la globalisation, avec les retards et le décalage dans le développement des différentes régions du monde, pour la bataille contre les pandémies de l'époque est prochaine. Mais donc, il y a eu un abandon. Kohl et Mitterrand, et tu le rappelles, étaient favorables à donner une chance à Gorbatchev. Et on peut dire que Gorbatchev leur a dit, d'ailleurs, au sommet G7, « Messieurs, c'est la dernière fois que vous me voyez comme président de l'Union soviétique, coup d'État, puis dissolution. » Comment tu expliques ce choix américain
de ne pas aider. Alors ils avaient, comme tu l'expliques, obtenu tout ce qu'ils voulaient, désarmement nucléaire, retrait d'Afghanistan, libération de l'Europe de l'Est, réunification allemande, et alors qu'ils avaient un partenaire fiable, ils ont joué la carte Yeltsin. Oui, à mon avis, ça témoigne malheureusement de la myopie assez traditionnelle pour des dirigeants occidentaux, je dirais, au sens large. Bon, Mitterrand en était une rare exception, qui disait d'ailleurs lors de la réunion de G7 que nous devrions aider Gorbatchev non pour la sympathie ou par la sympathie pour lui, mais pour notre propre intérêt, parce que c'est de cette façon, en accompagnant l'accomplissement complet de sa réforme, on va obtenir en image de la Russie un partenaire stratégique et historique. Il n'a pas été écouté. Pour ce qui concerne les Américains, ils profitaient. C'est peut-être aussi d'ailleurs la tradition politique des Américains qui oblige les États-Unis et la vie politique aux États-Unis de la sectionner en des périodes, enfin des termes des élections de président. Il s'était inspiré de la fameuse phrase de Clinton. C'était l'économie. Stupide. Mais en même temps, politiquement, les Américains ont cru, de toute façon, dans l'entourage de Bush, de ce que l'âge de la perestroïka touchait à sa fin, de la réforme politique, et ils regardaient déjà au-delà de Gorbatchev en direction de Yeltsin. Tu diriges le comité scientifique du Forum Gorbatchev qui réunit régulièrement des dirigeants autour de Mikhail Gorbatchev. Et je me rappelle que lorsqu'on s'était réunis, et tu me faisais l'amitié de m'y associer, quand on s'était réunis pour le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, donc 2014, le consensus qui s'était produit, c'est de dire que les Américains avaient préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Tout à fait, c'était l'époque de la grande euphorie occidentale, parce que la disparition de l'Union soviétique, remplacée par cette famille de 15 États, même si la Russie continuait à être un rival stratégique important, mais les a mis dans un état de l'euphorie, non justifié, bien sûr. Ils ont commencé littéralement à la fin de l'histoire, qui devait s'arrêter, non seulement avec le triomphe de l'économie de marché à travers le monde, où le modèle occidental, comme exemple, a proposé et a imposé sur le reste du monde, mais ils ont cru aussi que la Russie, en tant que réalité stratégique et historique, allait disparaître de la scène mondiale, et que donc ils avaient la main libre pour se comporter en les seuls gérants de monde après la guerre froide. Maintenant, ils se plaignent de la politique de Poutine, qui est un petit peu une réponse à cela. Mikhail Gorbatchev s'oppose à Poutine sur le plan des libertés publiques, sur le plan du système politique interne, mais en termes de politique extérieure, il est souvent en accord avec la politique extérieure de Poutine. Il soutient ces aspects de la politique de Poutine qui reflètent de la recherche par le président russe actuel de la nouvelle place, de la place garantie pour sa Russie dans ce nouveau concert dans le monde, et il partage avec lui peut-être le jugement de ce que ce monde qui est devenu multipolaire ne peut plus être géré uniquement depuis un seul centre, ce qui était, semble-t-il, le cas au lendemain de la guerre froide. Bon, mais en même temps, il regrette pas mal, largement, à cause de ce comportement des Américains, plusieurs éléments essentiels de cette formidable construction du désarmement nucléaire, du début de désamorçage de ce potentiel de la fin du monde qui s'était accumulé pendant la guerre froide, est remise en question, que la course aux armements est reprise, que le budget militaire, à nouveau, il dépasse déjà les chiffres de l'époque de la guerre froide,
Donc c'est ça pour lui une source de l'amertume. Merci Andrei Gratchev. Je renvoie à la lecture de ton livre Le jour où l'URSS a disparu, qui explique à la fois ce qu'a voulu faire Mikhail Gorbatchev dans sa perestroïka et ce qui s'est produit, et finalement effectivement à la fois le succès de mettre fin à la guerre froide et l'échec de ne pas être resté au pouvoir. Merci Andrei. Je vous en prie.